Dans cette vidéo, nous nous intéressons à la dérivée de l'inverse d'une fonction, soit au théorème suivant, si f est une fonction dérivable en x, et si la fonction n'est pas nulle dans un voisinage de x, c'est-à-dire à la fois en x et pour un certain nombre de valeurs qui sont autour de x, donc ceci, ce sont les hypothèses de la fonction, alors une nouvelle fonction que nous construisons, soit la fonction 1 sur f, que nous appelons l'inverse, est aussi une fonction dérivable en x, et pour la dériver, nous employons cette formule. Voici donc les conclusions de ce théorème qu'il s'agit de démontrer. Comme pour tous les théorèmes qui parlent de formules de dérivation, nous commençons par appliquer la définition de la dérivée à la fonction considérée, soit 1 sur f. Donc par définition, nous avons la limite quand h tend vers 0 de 1 sur f de x plus h moins 1 sur f de x, le tout sur h. Ici, ceci par définition de la dérivée appliquée à la fonction 1 sur f. Maintenant, qui est exactement cette fonction 1 sur f? Eh bien, par définition, la fonction 1 sur f, c'est la fonction qui, lorsqu'on cherche à calculer, par exemple ici, 1 sur f de x, comment calculer l'image de x par la fonction 1 sur f? Eh bien, nous procédons ainsi, c'est 1 sur l'image de x par la fonction f, de la même façon, 1 sur f de x plus h est 1 sur f de x plus h, le tout sur h. Ceci, c'est par définition de la fonction, cette fois-ci, 1 sur f. Ici, on peut tout de suite remarquer que on peut définir de cette façon la fonction 1 sur f à partir du moment où, évidemment, ici, il n'y a pas de division par 0, et ici, il n'y a pas également de division par 0, à savoir la fonction 1 sur f n'est définie que pour des valeurs pour lesquelles la fonction f n'est pas nulle. Mais, dans les hypothèses, nous avons demandé que la fonction f ne soit pas nulle en 0, donc cette expression est bien définie, mais qu'elle ne soit pas nulle également dans un voisinage de x, c'est-à-dire autour de x. C'est exactement ce qui se passe ici. X plus h, si on fait une petite représentation, ici on a x plus h peut se situer soit ici si des valeurs de h sont négatives, mais enfin, l'idée est que nous nous promenons autour de x. Lorsque h tend vers 0, alors nous sommes en train de nous rapprocher de x par valeur supérieure et inférieure, nous sommes autour de x, et pour toutes ces valeurs-là, nous sommes certains que la fonction n'est pas égale à 0, donc cette expression est bien définie. Ensuite, il y a un certain nombre de manipulations algébriques à effectuer. La première consiste à faire le dénominateur commun de ces deux expressions ici, 1 sur f de x plus h et 1 sur f de x. Donc si je crée le dénominateur commun, j'obtiens cette expression, donc f de dénominateur commun f de x plus h fois f de x. Et il faut que j'amplifie cette fraction par f de x, donc j'ai f de x en haut, et celle-ci par f de x plus h, donc calcul de fraction standard. Étape suivante, toujours des manipulations algébriques. Je peux considérer ici que h c'est la même chose que h divisé par 1, j'ai donc une division de fraction, et vous savez que la division de fraction, si j'ai a sur b divisé par c sur d, eh bien c'est la même chose que a sur b fois d sur c. Donc je vais ici écrire l'expression ainsi, f de x moins f de x plus h sur f de x plus h fois f de x, le tout fois, non pas h sur 1, mais cette fois-ci 1 sur h, donc limite de toute cette expression. Manipulation suivante, j'ai ici une expression qui est du type a sur b fois 1 sur h, qui est identique à a sur h fois 1 sur b. Donc je vais faire la même transformation ici. Donc limite quand h tend vers 0 de f de x moins f de x plus h sur h fois 1 sur
l'autre dénominateur, donc f de x plus h fois f de x. Vous voyez ici apparaître déjà la structure de la formule que nous cherchons à démontrer, à savoir ici f de x moins f de x plus h sur h, c'est presque la dérivée au signe près, le signe va être ici, et 1 sur f fois f, c'est pas très éloigné de 1 sur f carré, on a bien l'expression qui est ici, nous allons dans la bonne direction. Donc il faut ici commencer par prendre l'expression, non pas f de x moins f de x plus h, mais en mettant en évidence moins 1, on peut écrire cette expression de la façon suivante. Le reste ne change pas. Et ici, si vous voulez encore une illustration, donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons simplement écrit a moins b comme étant moins b moins a. Nous avons donc préparé l'ensemble du terrain. On peut encore faire une toute petite préparation finale, à savoir écrire ici le signe moins devant la fraction, histoire de bien faire apparaître de façon autonome la future définition de la dérivée. Le reste ne change pas. Préparation algébrique un petit peu longue, donc ici de nouveau nous avons écrit, nous avions moins a sur h, par exemple, a c'est toute cette expression, qui est la même chose que moins a sur h. Et on va continuer sur une autre page, donc on récupère l'état actuel de notre travail, et puis on va amener ça sur une autre page. Donc ici, évidemment, toujours limite d'une expression complète. Donc nous avons dans cette expression, nous avons ici une multiplication, donc cette expression est un produit. Nous avons la limite d'un produit ici, encore multiplier ce moins ici, on pourrait également dire que c'est la même chose que moins 1 qui multiplie cette expression, qui multiplie celle-ci. Ici, il y a un petit élément qui ne doit pas être là. On ne peut pas l'enlever, tant pis. Voilà, c'est pas un prime, ça. On va dire qu'il est dans la parenthèse. Donc on va utiliser à ce stade-là, nous allons utiliser les propriétés des limites qui nous disent que la limite du produit est le produit des limites. Donc on peut écrire ceci comme étant la limite de moins 1. Il y a plusieurs façons de le voir. Fois limite de f de x plus h moins f de x sur h fois la limite de 1 sur f de x plus h fois f de x. Donc ici, nous avons utilisé les propriétés des limites, théorème sur les propriétés des limites, et en l'occurrence celle qui dit que la limite d'un produit est le produit d'une limite. Le produit des limites, attention, ces théorèmes sont vrais uniquement si les nouvelles limites existent, si on ne tombe pas sur les calculs du type 1 sur 0, 0 fois l'infini, 0 sur 0, etc. Donc il s'agira d'étudier chacune de ces nouvelles limites pour être certain qu'elles ne posent pas de problème. Si on les regarde déjà en l'état, la première de ces limites d'une constante, c'est la constante, ça on connaît. Ici, cette deuxième limite, on reconnaît immédiatement la formule de la dérivée, donc nous savons que par hypothèse, f' de x existe, donc cette limite existe et vaut f' de x, de la même façon cette limite existe et vaut moins 1, et puis on a ici cette limite qui elle est un peu plus compliquée, donc on va continuer à casser nos limites en plus petits morceaux. Ici c'est une différence. Pardon, excusez-moi, c'est un produit bien sûr, produit depuis le début. Donc nous avons maintenant moins 1 qui multiplie f' de x. Et ici, il faut continuer à étudier ces limites. On a donc la limite d'un quotient ici. On a également la limite du quotient et le quotient des limites. Et toujours limite du produit et produit des limites. Donc je peux directement glisser ma limite dans chacune des
interstices dans lesquels elle peut se glisser, comme ceci. Donc je crée 3 nouvelles limites. À nouveau, il faut que je m'intéresse à chacune de ces 3 nouvelles limites. Celle-ci, évidemment, ne va pas poser de problème, c'est la limite d'une constante. Limite d'une constante, c'est la constante. Par contre, ici, ce que j'ai dû faire, c'est également utiliser le théorème sur les propriétés des limites. Mais cette fois-ci, ce n'est pas uniquement limite du produit égale produit des limites, j'ai également utilisé limite du quotient égale quotient des limites. Et là, j'ai une nouvelle condition. Donc la condition de tout à l'heure, il faut que les nouvelles limites existent. Cette condition doit être vérifiée. Mais il faut également qu'il n'y ait pas de division par 0. Donc, à la fois, je dois vérifier que chacune de ces 3 nouvelles limites existe, et en même temps, je dois vérifier qu'ici, au dénominateur, je n'ai pas de division par 0. Donc, si je prends cette limite-ci, limite de f de x quand h tend vers 0, qu'est-ce que nous pouvons dire? Bien, la variable est h, ce qui bouge c'est h dans ce calcul de limite, et f de x ne dépend pas de h. Donc f de x se comporte comme une constante par rapport à h. F de x par rapport à h est une constante. Qu'est-ce que c'est que la limite d'une constante? Eh bien, la limite d'une constante, c'est la constante pour autant que la fonction et que la constante existe. Alors, à nouveau, si je reviens dans les hypothèses, la fonction est dérivable en x, ce qui déjà suffirait à garantir qu'elle existe en x. Et en plus, on a écrit ici la fonction f de x est différente de 0 dans le voisinage de x, ce qui nous garantit que f de x, bien sûr, existe. Et en plus, f de toutes les valeurs qui sont autour de x existent également et sont différentes de 0. Donc je sais que f de x existe, donc la limite d'une constante est bien égale à la constante. Cette limite, quand h tend vers 0 de f de x, est bien égale à f de x. Donc première condition, la limite existe. Et deuxième condition, par hypothèse, je sais aussi que f de x est différent de 0, donc j'ai bien le droit de passer ma limite comme ça au dénominateur. Je ne crée pas ici de division par 0. Si maintenant je considère l'autre limite, c'est un raisonnement un tout petit peu plus complet, mais avec lequel il y a un certain nombre d'analogies tout de même. Quelle différence? Ici j'avais une expression qui ne dépendait pas de h, ici j'ai une expression qui dépend de h. Mais je reconnais ici exactement l'expression qui intervient dans la définition de la continuité. Donc que peut-on dire? Eh bien, on peut dire d'une part que la fonction par hypothèse est dérivable, mais nous savons que toute fonction, donc dérivable en x bien sûr, si une fonction est dérivable, alors la fonction est également continue en x. Et ceci, c'est quelque chose que nous savons grâce au théorème sur la relation entre dérivabilité et continuité. Donc, ici, on peut séparer les arguments. Donc on a un théorème qui nous dit que si une fonction est dérivable en x, alors elle est continue en x. Comme je sais qu'elle est dérivable en x, je peux en déduire qu'elle est aussi continue en x. Or, qu'est-ce que ça signifie de dire qu'une fonction est continue en x? Ben, ça signifie que lorsque je considère la limite f de x plus h quand h tend vers 0, eh bien ça me donne f de x. Et ceci, ça n'est rien d'autre que la définition de la continuité en x. Et bien sûr, à nouveau, cette limite non seulement existe, mais est différente de 0. Donc, si je fais le bilan final de tous ces calculs, qu'est-ce que j'ai obtenu? À partir d'ici, si je reviens jusque là, j'ai donc la limite que je calcule depuis le début est égale à moins 1 fois f' de x, ici, donc moins 1, f' de x, puis ce quotient qui est égal à 1 divisé par le produit de ces deux expressions. La première est égale à f de x, la deuxième est égale à f de x. Donc f de x fois f de x. Ceci, je peux l'écrire moins f' de x fois 1 sur f de x au carré, que je peux enfin écrire moins f' de x fois 1 par notation. On écrit en général, plutôt que d'écrire f de x au carré, f carré de x, ça permet d'économiser une paire de parenthèses. Et enfin, en écrivant ceci sous une même
fraction, on obtient la formule de dérivation que nous cherchions à démontrer.